Moi, je trouve que les muses, c'est un excellent exercice entrepreneurial parce que tu vas comprendre ce qu'est une entreprise de A à Z parce que tu vas faire tous les métiers toi-même. En général, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'une muse, c'est un peu comme un brasier. Plus tu vas prendre de temps pour amasser du bois, plus derrière ton brasier, il va tenir longtemps sans que tu travailles. Fais des muses, tu vas en fait derrière ressortir avec un bagage entrepreneurial qui est hyper solide. Tu vois, cette rencontre amoureuse entre un entrepreneur, enfin, son idée et un marché, moi, c'est un sujet qui me passionne, tu vois. Et je ne pourrais pas me focus sur une idée de business pendant 10 ans. J'ai identifié que j'étais des focus, que moi, ce qui me passionne, c'est les 12 premiers mois d'une boîte. Après, ça me fait chier. Donc, j'ai essayé de me créer un environnement et une vie où je ne fais que ça, les 12 premiers mois de boîte. Et j'essaie de le faire à chaque fois de mieux en mieux. Je m'appelle Gérald Faure. Chaque semaine dans ce podcast, j'interviewe des personnalités au parcours d'exception. À travers ces entretiens, je suis à la recherche des 20% d'actions qui ont mené à 80% de leurs résultats. Ici, pas le temps pour le storytelling, nous allons chercher les leviers directement actionnables pour scaler nos vies et scaler nos business. Bon, ça y est, on démarre cet épisode tant attendu. Ce que je disais à Maxime en off à l'instant, on va pouvoir parler à chaque fois que je fais un sondage. Ça revient au moins 4, 5, 6 fois à chaque fois. On va pouvoir parler de ton domaine de prédilection, de la chose qui m'a fait te connaître. Après, tu fais plein d'autres choses, Maxime. Mais je vais te laisser te présenter. En tout cas, merci beaucoup d'être là. Est-ce que voilà, je te laisse te présenter pour démarrer ce podcast. Ouais, merci à toi là, pour l'invitation, Gérald. Donc, je m'appelle Maxime Blondel, j'ai 27 ans. Ça fait 2 ans et 2 mois que je dirige une société qui s'appelle The Secret Company, qu'on a co-créée il y a un an avant que le Covid explose. Concrètement, on a un startup studio. Je vous l'expliquerai plus tard qu'est-ce que ça veut dire, startup studio. Mais ça fait, je dirais, ouais, à peu près 9 ans que j'entreprends depuis mes 18 ans. J'ai arrêté les études assez tôt. J'ai monté une première boîte que j'ai plantée, la deuxième que j'ai revendue après 2 ans. Après, j'ai travaillé pendant à peu près 1 an et demi dans l'accélérateur de start-up européen assez connu qui s'appelle The Family. Et à la suite de ça, donc j'ai cofondé avec eux The Secret Company. Et 4 autres copains nous ont rejoints en tant qu'associés. Donc maintenant, on est 6 associés dans The Secret Company. Et donc, j'ai cofondé ça avec Adams, Robin, Panam, Julien. Et voilà. Écoute, qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Ouais, j'ai fait quelques muses étudiants. Maintenant, Le je suis fameux plus. mot, ça y est, on l'a dit, on a lancé. Au bout d'une minute 30, ça y est, c'est parti. Non, maintenant, on fait plus de startups. Les muses m'amusent moins parce que c'est pas très ambitieux et que. Enfin, on va en parler. Et là, pour peut-être te donner un peu de chiffres sur The Secret Company, en 2 ans, on a atteint les 10 millions d'euros de revenus récurrents annuels, le fameux ARR. Et là, du coup, en 2 ans et demi, on est bientôt on est à 13 là. Bon, c'est vrai, ça bosse. Je vois que ça bosse, c'est bien. Ouais, 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 ça bosse, ça bosse. Super, super, super. Et du coup, est-ce que tu peux, je te propose qu'on commence à parler des muses, expliquer Mmh. un peu tout ça, ensuite parler du startup studio et peut-être essayer de trouver des ponts entre les deux, parce que Ouais, je pense qu'il y a quand même certains, alors ce sera certainement des raccourcis, mais je pense qu'il y a peut-être il y a peut-être des trucs à tirer entre les deux. complètement, complètement. Alors du coup, une muse, qu'est-ce que c'est une muse pour ceux qui ne savent pas comment on peut la décrire une muse? Une muse, alors ça vient, tu sais, de l'histoire des muses qui inspiraient à la fois les artistes, les peintres, puis après les rockstars qui les suivaient dans leur tournée et dans leur vie, qui vivaient à leur crochet et qui leur permettaient de créer des chefs-d'œuvre. C'était des personnes qui, du coup, n'avaient pas à se soucier de salaire, qui n'avaient pas de problème d'argent parce qu'en fait, ils vivaient au crochet des artistes et des stars. Donc c'est inspiré de ça pour la métaphore. Maintenant, une muse, c'est un business. Ça peut être en ligne ou pas en ligne d'ailleurs. Et l'idée est d'optimiser sa passivité. Tu vois, par exemple, je te prends l'exemple d'une agence. Ce que tu optimises, c'est le chiffre d'affaires et la satisfaction client. Dans le cas des startups, tu as un objectif de scalabilité. C'est un terme un peu barbare, mais Mmh. tu es une entreprise de produits, un logiciel SaaS, une marketplace. Et le but est de prendre le monde. C'est globalement un sujet d'ambition, de croissance et de scalabilité. Dans le cas des muses, tu optimises ta passivité. Le but est de te créer un revenu passif qui te permet de subvenir à tes besoins, disons entre 2 et 3 000 euros. C'est à peu près ce dont tout le monde a besoin pour vivre décemment, se nourrir, se loger, etc. Pour après faire ce que tu veux de ta vie et donc peindre, voyager, faire vraiment ce que tu veux. Te dégager du temps libre et te rendre financièrement indépendant. C'est vrai qu'on peut se dire que 2 000 à 3 000 euros quand on veut lancer un projet, si on n'a pas à réfléchir à toute la partie alimentaire, toute la partie je remplis mon frigo, j'élève mes gosses et je peux payer mon loyer, Ouais. ben, ça détend. Et moi, je suis assez persuadé que quand on a une muse dans le portefeuille, quand on a une muse dans nos actifs, donc quand on a des revenus passifs, mais réellement passifs,
Mmh. ben, j'ai tendance à croire qu'on est meilleur dans le reste parce que du coup, on a moins à se soucier de cette pression financière. Et ça peut être un petit peu lié, j'ai reçu Victor Laura dans le podcast, au mouvement FIRE, je sais pas si ça te parle. Du tout. Ok, ben, le mouvement FIRE, en fait, c'est le principe justement de scorer sa vie, scorer sa dépense, son cash burn mensuel, Ouais. un peu comme une startup, et en fait de le faire financer, donc comme une startup, et du coup de dire bah, je suis FIRE, donc ça veut dire que je suis complètement passif économiquement, mes passive income remplissent mes passifs, Ouais, je comprends. voilà, mon cash burn. Donc c'est exactement ça. Et moi, ce que j'ai adoré dans ton approche, parce que du coup, moi, je t'ai rencontré comme beaucoup de gens sur une vidéo The Family, où tu étais Ouais. intervenu, ou Coup d'État, d'ailleurs, je sais plus, enfin l'un des deux. Ouais. C'est le côté, parce que moi, je l'entends souvent, je suis développeur de formation. Les gens disent, ouais, mais pour développer une muse, moi, je suis pas développeur. Et toi, tu as réglé le cas, t'as réglé la problématique, tu as répondu. Qu'est-ce que tu as répondu dans cette conférence? Non, mais moi, j'expliquais que, j'avais vraiment besoin d'argent à ce moment-là. Je venais de planter une boîte. Je me suis dit: enfin, c'est impossible que je retourne dans le salariat. C'était pas mon caractère, tout simplement. Mm. Et je me suis dit: «OK, qu'est-ce que j'ai de rare? Qu'est-ce que j'identifie que j'ai de rare autour de moi?» Et je voyais que tous mes proches, parce que j'avais travaillé en tant que barman dans l'événementiel, me demandaient des contacts de DJ, de photographes, de danseurs, et cetera. Moi, j'avais cette base de données dans mon téléphone, parce que c'était des rencontres et des copains que je m'étais fait au fur et à mesure des années, des nuits que j'ai fait en tant que barman. Et je me suis dit: «OK, ces gens-là veulent ces contacts-là. Il y a une asymétrie d'informations sur le marché. Je peux faire payer soit pour accéder aux contacts, soit je fais de la mise en relation et je prends une commission au milieu». J'ai commencé par téléphone. Après, je l'ai fait par mail parce que c'était plus facilement gérable par mail. Et après, j'ai créé des sites web, donc en ligne, où les gens me faisaient des demandes de devis, et la partie marketplace, mise en relation, je la faisais par mail avec un peu d'outils, no-code, automatisation, Zapier, mais ça restait très, très à la mano. Et en fait, tu peux créer un Airbnb sans savoir coder. Et donc, c'était un peu ce que j'expliquais dans cette vidéo chez Coup d'État. Mais tu vois, j'ai vu autant de muses, et parfois des très grosses muses, hein, parce qu'il y a des muses qui sont passives et qui arrivent à des niveaux de revenus qui sont impressionnants. J'ai vu autant de muses dans le monde réel, qui étaient brick and mortar, qui n'étaient pas du tout online. Et j'ai vu des muses de ce qu'on appelle business en ligne, qui est la mode du moment. Mais en fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'in fine, la meilleure muse, c'est de posséder de l'immobilier et faire de la sous-location, et après avoir une agence qui gère. Et en fait, tu as un revenu passif. C'est le Mhm. revenu passif ultime. L'autre revenu passif ultime, c'est euh, écrire Harry Potter. Tu vois, écrire Oui, Harry c'est Potter, vrai. tu as des droits Les d'auteur qui royalties, ouais, sont présents, mais exactement. de plusieurs millions d'euros, si ce n'est milliards. Donc, faut juste retenir ça. C'est un revenu passif, quel qu'il soit. Le, le sujet, je suis pas développeur, j'utilise du no-code, je suis mais 100% pour. C'est un truc de dingue, le nombre de croyances qu'on a. Donc, s'il faut pas être développeur, il faut voir quel mindset pour développer une muse. Dans quel état d'esprit il faut que je me mette au départ. Euh, Déjà, il faut arriver soit à identifier une asymétrie d'informations sur le marché que tu peux exploiter. Ensuite, il faut arriver à faire un business qui est, la règle, c'est simple and stupid. Et dès que tu commences à complexifier les choses, la complexité demande derrière de la gestion, du SAV ou de l'explication. Là où une muse, sa proposition de valeur, tu vois, moi dans mon cas, c'était je vous mets en relation avec les meilleurs prestataires événementiels en France. Simple, bête et méchant, mais ça fonctionne parce qu'il y a des gens qui recherchent ça. Euh, donc, simple and stupid, très souvent, c'est basé sur une asymétrie d'information sur le marché. De l'autre, je pense que l'erreur que font tout le monde, c'est de ne pas optimiser leur passivité. En fait, une muse, on aime mettre les choses dans des cases. Mais au fond, moi, ce que je me suis rendu compte, et c'est comme ça qu'est né The Secret Company, à la base, je voulais faire ce qu'on appelle une muse factory, créer des muses à la chaîne. J'ai vu que les muses, ça n'existait pas, et que si tu le faisais avec ambition, c'était juste les 12 premiers mois d'une startup. C'est-à-dire, tu valides un product market fit, tu valides qu'il y a un intérêt sur le marché. Et après, si tu as de l'ambition et que tu veux prendre le monde, ta muse, tu n'optimises plus ta passivité, mais tu vas optimiser ta croissance, par exemple, et tu vas te dire, je vais le faire avec ambition, mais ça va me prendre 15 heures par jour. Là où, moi, à l'époque, mon choix de vie était, j'ai envie de voyager, j'ai envie de faire de la musique, je faisais de la guitare. Bon, j'ai plafonné à, je sais plus, j'avais 3 marketplaces, j'étais à 7 000 euros de revenus par mois, je travaillais qu'une heure, et je savais que si j'en travaillais 10, je pouvais monter à 70 000 euros de revenus par mois. Hmm. Et c'était un choix. Et j'optimisais ma passivité. Et j'étais à l'aise avec le fait que le SAV n'était pas géré de façon optimale. Il y avait des clients mécontents. La marque la brand de ces marketplaces n'était pas incroyable. Tu C'était sais des que tu business. capitalises pas. Tu capitalises pas spécialement. C'est compliqué de revendre. Enfin, quoique ça se revend d'ailleurs, mais En tu fait, capitalises moins qu'une startup en tout cas.
Exactement. En fait, tu n'optimises rien si ce n'est ton temps à toi. Mmh. Ouais, c'est très clair. Et en termes d'identité, du coup, comment tu te présentais? Parce que là, tu vois, j'ai démarré le podcast un peu comme une brute, là. Je t'ai dit, bon, voilà, je t'ai connu par ça, voilà. Mais réellement, à ce moment-là, quand tu as que tes muses, t'as pas un problème d'identité. Je sais pas, tu rencontres une nana dans un bar ou un pote, je sais pas où, et tu fais quoi dans la vie? Je savais pas que ça s'appelait des muses à l'époque, la réalité. Il s'est avéré qu'à ce moment-là, personne voulait entreprendre avec moi parce que j'avais planté une boîte avant et que mes potes continuaient leurs études, en fait. Donc j'avais besoin de cash. Heu, je me suis dit: «Let's go, j'ai cette base de données, je vais Mmh. faire de la mise en relation». Après, je me suis rendu compte que c'était passif et que ça me permettait de voyager, de faire de la musique et cetera. Mais c'est vrai qu'au bout de tu vois, au bout de 2 ans, ça m'a ennuyé et j'ai eu de la chance de, à la fois rencontrer The Family et de recevoir une proposition de rachat parce que j'étais arrivé à bout et effectivement, ça m'amusait plus. J'arrivais plus à me lever le matin parce qu'en fait, déjà, tu deviens flemmard quand tu te rends compte que tu as de l'argent qui tombe automatiquement, mais ensuite, tu es pas galvanisé, il y a pas de challenge intellectuel, tu partages pas l'aventure. Autant les échecs, tu les essuies seul, que les victoires, tu peux les fêter avec personne. Donc et sinon, non, moi, ma copine de l'époque, je lui expliquais que voilà, j'étais entrepreneur, j'étais solopreneur, on va dire. J'avais mon business en ligne, c'était des plateformes de mise en relation. Et de toute façon, mon entourage, à ce moment-là, personne ne me poussait vers de l'ambition. Donc ça paraissait normal à tout le monde que je fasse ça. Je le disais pas vraiment que ça me prenait qu'une heure par jour en réalité. Parce Mmh. que enfin, les gens n'avaient pas à le savoir en fait. Ouais, clairement. Mais c'est Et, vrai que tu as raison. Tu t'en lasses très rapidement. C'est pour ça qu'en fait, si tu as un product market fit avéré sur une muse, soit tu vas l'abandonner, soit tu vas la revendre, soit tu vas vouloir tenter l'aventure startup. Essayer mmh. de le faire avec ambition, optimisation, scale, etc. Moi, je te donne juste mon cas Ouais, perso. Donc, moi plaisir. aussi, j'ai tourné avec des muses. Première muse, d'ailleurs, c'est même pas une idée, hein, j'en ai pas mal parlé, mais c'est un gars qui me paye pas un site web et un truc qui rank bien dans Google. Et en fait, je me retrouve avec une muse comme ça. Donc, c'est vraiment pas genre j'ai pensé au truc, je l'ai réfléchi. C'est juste, j'ai eu un putain d'impayé. D'ailleurs, ça m'a mis comme un impayé quand tu démarres en auto-entreprise. Tu devs un truc pendant plusieurs semaines, tu te fais pas payer, ça te met dans la merde, clairement. Et moi, j'ai clairement eu une crise de sens parce que, en effet, passive income, revenu passif comme ça, c'était très bien à tel point que je montais des business physiques ou des business de services foireux pour m'occuper. C'est quand même un truc de dingue. C'est-à-dire qu'en termes d'identité, j'avais vraiment un problème par rapport à ça. Et après, c'est passé. Et aujourd'hui, on a toujours des revenus. Nous, les charges de la boîte sont payées par des muses. Et après, tout le reste, tout le chiffre d'affaires qu'on génère à côté, c'est du développement, c'est du plus. Mais notre point mort, il est assuré par des revenus passifs. Mais moi, j'ai eu vraiment cette crise d'identité. Ça m'a même fait des trucs débiles, me saboter, en fait, pour pouvoir exister. C'est quand même un Je truc de fou. comprends. Je comprends, mais tu vois, est-ce que la crise de sens, elle n'est pas créée par les autres parce que tu en parlais? De l'autre côté, tu vois, je peux comprendre cette crise de sens parce que tu as de la passivité. Entre guillemets, il y a un jugement de valeur qui est porté sur la passivité. On se dit, ouais, si c'est passif, c'est pas bien, il faut gagner l'argent avec la sueur de son front. Franchement, ces gens-là, ouais, enfin, moi, je leur réponds pas personnellement parce Mm. que c'est un jugement de valeur. OK, c'est le leur, mais ça ne se challenge pas et en fait, j'ai même pas envie d'en discuter avec eux. De l'autre, tu peux aussi voir, d'un autre, prisme ton problème et te dire: «Bah, moi, dans mon cas, OK, je travaille qu'1 heure par jour, mais j'avais des plateformes de mise en relation qui aidaient énormément d'entreprises et de mariés à, trouver des animations et des prestataires pour leur événement et Mm. donc ça leur changeait leur vie, tu vois? Parce que c'est une étape importante de leur vie donc tout ça est quand même beaucoup un jugement de valeur et une façon, de voir le verre à moitié plein, à moitié vide. Je suis tout à fait d'accord. Après coup, je suis tout à fait d'accord, mais c'est vrai que quand tu as la tête dans le guidon, D'accord, tu je comprends. as moins cette lucidité. Et tu as trouvé quel point commun donc, quand tu voulais faire ta Muse Factory et que c'est devenu The Secret Company, quels ont été du moins les skills que tu as pu récupérer de ta période Muse quand tu as développé ton startup studio? Hem, Moi, je trouve que les muses, c'est un excellent exercice entrepreneurial parce que tu vas quand même, prendre en main toute la chaîne de valeur d'une entreprise. La création de l'offre, le design de l'offre, la mise en ligne d'un site web, ça peut être des campagnes emailing. Dans mon cas, c'était d'optimiser le Google SEO. Derrière, tu vas quand même un tout petit peu regarder ce qui se fait en SAV et en fait, tu vas comprendre ce qu'est une entreprise de A à Z parce que tu vas faire tous les métiers toi-même. Une muse, c'est un jeu solitaire. J'ai tous ceux qui font des muses à plusieurs, le binôme en général ou le trio fait que tu te tires vers le haut, il y a un ping-pong et tu finis par avoir de l'ambition et à le faire en start-up. Mais une muse, c'est solo, c'est solitaire. Très souvent, les gens le cachent, comme tu le dis.
ce qui est sûr, c'est que c'est, à mon sens, le meilleur exercice entrepreneurial. Moi, dès que je rencontre un étudiant qui me dit, ouais, je vais monter une startup, je lui dis, OK, cool. À moins que je le trouve hyper singulier, génie, etc. Et de base très ambitieux et que je vois qu'il a les compétences de vraiment, enfin, le bagage pour directement aller sur un jeu startup, on lève des millions, Mmh. etc. Autrement, je lui dis, d'accord, fais-toi les dents, il y a un bac à sable à tout, fais des muses, tu vas en fait derrière ressortir avec un bagage entrepreneurial qui est hyper solide. C'est très clair et donc quand tu décides de passer, bah, d'amener de l'ambition dans ton business, ça se matérialise comment? Comment tu t'associes du coup? Comment ça se passe en fait comment vous construisez, la boîte? Alors nous, dans le cadre de Secret Company, pour te raconter l'histoire, à l'époque, j'ai travaillé chez The Family. On avait ce projet interne de se dire: «On va créer une Muse Factory en interne», un peu comme toi pour financer les coûts de l'entreprise. J'ai fait ça pendant 6 mois. Je pense qu'on l'a fait, de la mauvaise des façons, et qu'en fait, au bout de alors il y a plusieurs choses. Je suis pas sûr qu'on l'ait bien faite, mais aussi toute muse, c'est pas non plus, de la magie. Il faut du temps pour trouver le product market fit, arriver à consolider les revenus, et cetera. Et donc, en général, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'une muse, c'est un peu comme un brasier. Plus tu vas prendre de temps pour amasser du bois, plus derrière ton brasier, il va tenir longtemps sans que tu travailles. Et je pense que c'est une bonne métaphore de ce qu'est une muse, parce qu'en fait, au bout de 6 mois, j'en suis arrivé à la conclusion que les muses n'existaient pas, ou alors il fallait travailler 10 ans pour bâtir des fondations solides et après avoir 10 ans de passivité sans Mmh. travailler. Mais qu'en fait, nous, sur 10 projets de Muse qu'on a essayé en 6 mois, on a eu 2 ou 3 product market fit. Et naturellement, en ayant ces product market fit, en plus pour certains qui ont eu des chiffres d'affaires qui étaient énormissimes, on s'est dit, bah, en fait, l'ambition vient en marchant et tu te dis, pourquoi ne pas le faire avec de l'ambition à l'international, en mode startup et tu vois, les entrepreneurs avec qui on cofondait ces muses, en fait, rapidement, voulaient ramener leur meilleur ami dans le bateau, quelqu'un qu'ils avaient Mmh. rencontré sur la route qui était intéressant en tant que cofondateur, en tant qu'employé. Et dès que tu vas commencer à recruter, en fait, tu pars sur un jeu plus de PME ou TPE ou de start-up, Mmh. mais en fait, tu bâtis une entreprise et c'est plus un solo business caché. Donc, nous, c'est comme ça qu'on en est arrivé à dire, en fait, une Muse Factory, ça n'existe pas. Et en fait, sans le savoir, on a monté un startup studio avec une thèse d'autofinancement où on pousse les gens, plutôt que de lever des fonds et se dire, on va lever 1 million d'euros et ces 1 million d'euros, on va les utiliser pour trouver notre product market fit. Nous, on a une autre méthodologie qui est de dire, on ne va pas lever des fonds les 2 premières années, ou la première année si vraiment on est très fort et rapide, mais on pense que le product market fit ne se trouve pas plus facilement avec de l'argent, mais que c'est très souvent soit de l'huile de coude, de la résilience et très, très, très souvent une erreur de laboratoire. Tu fais des trucs et il y a un matin, tu tombes sur un product market fit, mais qui est un assemblage d'erreurs cumulées ou d'actions cumulées que tu n'aurais jamais pu arriver avec en fait, un peu un coup du destin, entre guillemets, si tu crois au Mmh. destin. Et nous, c'est notre thèse. On fait un startup studio avec une thèse d'autofinancement et on pousse nos entrepreneurs à ne pas lever les 2 premières années parce qu'on pense qu'aussi, euh, l'argent ne te permet pas de trouver ton product market fit, en tout cas pas plus facilement. Mais surtout, post 2 ans, si tu as eu un product market fit et que tu as bâti ton entreprise pendant 2 ans, à titre humain, tu vas beaucoup mieux te connaître en tant qu'entrepreneur. Tu vas comprendre intimement ton marché. Tu vas beaucoup mieux comprendre qui sont tes équipes, quelle est la culture de ton entreprise, de tes équipes. Tu vas bien mieux comprendre qui sont tes clients intimement, qu'est-ce qu'ils recherchent. En bref, tu vas être intime avec tous les sujets du jeu auquel tu es en train de jouer, de l'entreprise sur le marché que tu es en train de Mmh. bâtir. Et tu vas lever et tu vas avoir des fondations qui sont hyper solides pour la scaler, qui là est un jeu de all-in au poker perpétuel, hyper risqué. C'est pour ça que pour les investisseurs, ça s'appelle du capital risque. Mmh. Et donc, nous, on préfère bâtir des fondations solides et quand on lève des fonds, savoir que c'est vraiment pour accélérer, pas pour trouver son product market fit. Mmh. Donc, Clairement et Ouais, je t'en prie, je t'en prie. non, 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 du tout, non, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, non, j'allais te dire, c'est notre thèse, elle vaut ce qu'elle vaut. Moi, je suis beaucoup plus à l'aise avec lever des fonds une fois que tu as des fondations hyper solides. Surtout que tu 100 peux d'accord. lever des fonds dans des conditions qui sont incroyables, donc à des valorisations beaucoup plus grandes et avec les meilleurs investisseurs de la place. Là où, tu vois, quand tu lèves avec des slides, bah, tu prends l'argent qu'on veut bien te donner, entre guillemets. Mmh, bien sûr, clairement et dans votre organisation, hem, à quel moment tu te dis: «Je dois encore itérer sur, je dois être résilient, je dois encore, être résilient pour trouver mon product market fit» versus, «OK, ce truc-là ne fonctionnera pas, je dois arrêter de dépenser de l'énergie là-dessus». Qu'est-ce qui te fait toi shifter? Alors j'imagine qu'il y a plein de cas, mais s'il y a enfin, tu as peut-être une anecdote ou un truc comme ça, mais
comment toi tu décides s'il faut encore pousser le truc ou s'il faut l'arrêter? Le moral des troupes. C'est mon je me suis beaucoup posé la question et j'en suis arrivé, hem, c'est marrant parce que, la semaine dernière, une connaissance, tu vois, qui me suit sur les réseaux, un copain, mais lointain, m'envoie un message pour me dire: «Voilà, j'ai monté une boulangerie. Ça fait 2 ans, il nous arrivait plein de péripéties. On s'est fait, arnaquer par notre bailleur et cetera. En plus de ça, j'ai monté ça avec ma famille. Je suis fatigué, j'ai perdu beaucoup d'argent et je me demande si, je dois arrêter ou continuer. Est-ce que tu peux m'aider?» Et moi, je lui ai dit: «Ben non mec, genre je peux pas t'aider. Genre, je peux pas répondre à cette question qui est la peut-être la plus grande question de ta vie actuelle à ta place. Déjà, je suis en information très partielle. Tu m'as fait 3 audios Mmh. WhatsApp pour expliquer ton contexte. Mais surtout, je ne sais pas ce qu'il y a dans ta tête. Et c'est un pur sujet à la fois de, de morale des troupes. Est-ce que tu te sens de continuer, de pousser, de te lever tôt alors que tu es fatigué, que tu es proche du burn-out et donc, moi, je regarde ça hein, avec les startups qu'on cofonde avec The Secret Company. C'est ça, on pousse, tant que le moral est là, l'énergie est là, et naturellement, en fait. Je pense que c'est aussi un sujet de sursaut d'orgueil. Hem, Quand les gens veulent arrêter, ils viennent te voir, ils te le disent et il y a pas de négociation possible. Parce qu'en fait, ils sont au bout du rouleau et qu'ils ont pris leur décision. Maintenant, un entrepreneur qui ne prend pas cette décision, c'est probablement qu'il se la pose tous les jours le matin quand il se réveille, mais il a le sursaut d'orgueil de se dire: Mmh. «Non, je me fight» et même moi, à titre perso, je peux te le dire, The Secret Company, la première année, j'ai failli arrêter 2 fois et je remercie The Family de m'avoir sauvé les fesses ou de m'avoir soutenu et de m'avoir peut-être donné ce supplément, d'âme et ce supplément d'énergie pour que je continue, qui fait que maintenant on est arrivé à un stade où on est une équipe, on est solidifié, tu vois? Ouais, il y a peu de chances qu'on arrête. Il faut jamais dire jamais, mais ça n'a plus la même tête que la première année. Mais Mmh. la première année, j'ai failli arrêter 2 fois. Maintenant, qu'est-ce qui a fait que je ne l'ai pas arrêté? Je saurais pas te le dire si ce n'est, je n'ai pas arrêté. Ouais. Ouais, clairement et dans ta première expérience entrepreneuriale, tu disais que tu avais planté une boîte. Mmh mh. Hem, Ça c'est une, alors je sais pas si tu l'as bien vécu ou pas bien vécu. Moi mon plantage de boîte, je l'ai plutôt bien vécu, au final. Après coup, hein, forcément, est-ce que ça te revient encore un peu en jingle ce truc-là? Est-ce que ça tourne encore, tu risques de planter une boîte, ça existe, c'est possible, ou c'est pas le sujet? Non, 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 après nous, tu sais, enfin, heu, on teste 3 nouvelles, idées de start-up, de façon intense tous les 18 mois à peu près. OK. Donc des échecs, il y en a. Mmh. Structurellement, dans notre modèle, il faut qu'on ait un champion tous les 18 mois pour que ça tienne et qu'on remette un jeton dans la machine, tu vois? Et Mmh. même à horizon de 10 ans, parce qu'on a une feedback loop à 10 ans en tant que startup studio, on est comme un fonds d'investissement et dans 10 ans, on saura si on a une pépite qui, nous ramène beaucoup, beaucoup d'argent et donc on a bien fait notre travail. J'espère qu'il y en aura plusieurs, mais il en suffira d'une. J'ai pas peur, j'ai plus peur d'échouer. Tu vois, dans The Secret Company, on lance aussi des filiales en interne, on lance, des muses pour s'autofinancer. Franchement, des échecs, il y en a tous les 3 mois. Mmh. Je je pense que là, depuis, disons 3 ans que j'entreprends de cette façon et avec cette intensité, qui est celle d'un startup studio, qui est un jeu très rare avec lequel personne joue. Ouais, on va dire qu'on sait rebondir très vite. Ça me fait plus vraiment peur l'échec. En fait, à l'inverse, c'est moi en interne qui va kill les projets avant tout le monde parce que je suis radical, qu'il faut être véloce, surtout en ce moment et non, non, ça J'ai m'atteint pas trop, en fait. Ça m'étonne pas comme réponse. Dans tous les cas, tu fais pas ce genre de taf si tu as peur de l'échec. Ouais, non, non, en plus, je vois pas ça comme un échec. Je le Ouais, vois non, bien comme sûr, mais si tu as peur de l'échec, oui, je le vois pas échec personnel, mais l'échec d'un projet, quoi. Si tu as peur de ça, c'est ouais, pas bah, ça arrive, hein, mmh, il y a plus d'échecs que de succès en entrepreneuriat, il faut l'accepter. Je mmh, trouve qu'on a un plutôt bon ratio avec The Secret Company, mais je le prends pas personnellement, si ce n'est qu'à chaque fois, je me dis: «OK, quels sont les apprentissages? Comment on peut faire mieux la prochaine fois?» mmh. Et c'est un processus itératif d'apprentissage classique et puis c'est amusant au fond. Tu vois? Nous, on est une grande cour de récré, on teste 3 projets tous les 18 mois. Enfin, La c'est pas un question que je métier me pose difficile, hein. beaucoup, c'est pourquoi les mecs comme toi ou comme moi, parce que je pense qu'on a un peu le même profil, pourquoi on n'a pas monté une seule boutique de e-commerce, une seule muse ou pourquoi on n'a pas monté une seule start-up? Pourquoi on est obligé pourquoi on est obligé d'être des «mauvais coucheurs» entre guillemets? Ouais, c'est une question que j'ai pu me poser aussi, tu as raison. Hem, Pour rien au monde, j'ai envie de changer, hein. Attention, hein, je fais pas ouais, mon ouais, je mais comprends. je me pose quand même la question et j'avais envie de te la poser aussi. Hem, Moi, j'en suis arrivé
à 2 constats. Le premier, c'est que on doit être tous les 2 des gens très défocus et il faut l'accepter. En fait, même nous, tu vois, la façon dont on sélectionne les CEO pour nos startups, je regarde autant leurs qualités que leurs défauts. Et typiquement, si je vois que quelqu'un est un mauvais orateur, je vais utiliser ce défaut pour que ça devienne une qualité dans, entre guillemets, «la startup» sur lequel on pourrait potentiellement, le placer. Et moi, je sais que ouais, je l'ai accepté, je suis défocus. Maintenant, dans un startup studio, ça peut être si c'est bien utilisé, ça peut être une qualité. Et l'autre chose, c'est qu'il faut l'accepter. Je me suis posé la question. Moi, je ne pourrais pas me focus sur, une idée de business pendant 10 ans. Alors, faut qu'on se le dise aussi. Économiquement, c'est un très mauvais choix. On a beaucoup moins de chances de finir riche qu'un entrepreneur qui se focus 10 ans sur une industrie, un métier, et cetera. Moi, j'optimise mon kiff maintenant. Je fais pas ça pour l'argent, The Secret Company. Je fais ça pour l'aventure et la légende. Mais faut l'accepter. On est des focus. Probablement que tu es des focus, Gérald. De ouf. Et mais de la façon dont opère là ton agence et ton écosystème, et cetera, bah, peut-être que c'est le seul moyen en fait que tu sois entrepreneur. C'est que c'est comme ça que tu prends du kiff. Et je pense qu'aussi, par contre, ce qu'il faut accepter, c'est que le défocus, d'accord, tu vas peut-être faire, toi, Gérald, tester 5 nouvelles filiales ou projets ou pôles par an, mais sois à l'aise avec le fait que tous les ans, il en restera qu'une seule et donc il faut être hyper radical et kill les 4 autres, mais surtout qu'à horizon de 10 ans, il n'y ait qu'une seule activité qui soit vraiment un product market fit 10 fois plus gros que les autres et sur lequel il y a un moment, il va falloir se raisonner et se Mmh. focus dessus. En C'est fait, ça. c'est plus faut le voir plus comme un lab. Un lab où tu testes des choses et après, est-ce que tu es assez fort pour arriver à chaque fois à trouver le bon CEO, le bon dirigeant pour gérer cette filiale, cette idée, ce projet. Il faut accepter. Je On est des focus, Gérald. C'est ça, exactement. Très puissant. Si tu dois, admettons, je sais pas si tu fonctionnes en 20-80, mais admettons que c'est un concept que tu acceptes. Quand on monte une startup, toi qui en vois beaucoup autour dans ton entourage et dans ta vie pro, heu, un fondateur startup, c'est quoi son 20-80? Sur quoi il doit mettre vraiment le plus gros de son énergie? Ça dépend l'étape de sa startup. La vérité, c'est que ça dépend l'étape de sa startup. Au démarrage, toute son énergie doit être uniquement sur le fait de trouver son product market fit. C'est la chose la plus dure à mon sens en entrepreneuriat. Mmh. Et c'est pour ça que moi, The Secret Company m'amuse. Structurer, manager, scaler, ça m'amuse pas tant que ça. Par contre, trouver des product market fit, c'est tu vois, c'est cette rencontre amoureuse entre un entrepreneur, enfin son idée et un marché. Moi, ça c'est un sujet qui me passionne, tu vois? Et qui fait Mmh. que la nuit, je réfléchis, alors que je devrais dormir. Et du coup, ouais, non, voilà, pour le coup, je pense qu'au démarrage, tant que tu as pas trouvé ton product market fit, ça doit être ton unique, boussole. Et une fois que tu penses l'avoir trouvé ou en tout cas que tu as mis le doigt dessus, pas forcément que tu l'as en main parce que ça prend du temps de l'avoir en main en réalité. Mmh. On définit le product market fit comme un 0 et 1 et tu vois, un moment d'épiphanie où Ouais, tu l'as mais ou c'est tu pas le l'as cas. pas. C'est un poil plus complexe que ça en réalité. Mmh. D'abord, tu le touches du doigt et tu le touches du doigt pendant peut-être, tu vois, souvent 12-18 mois et avant de l'avoir en main, ça prend longtemps en réalité. Hem Et donc, tu vois, passer cette étape-là de product market fit, je pense que toute ton énergie doit être, derrière sur, moi, à mon sens, la culture, d'entreprise. Et Mmh. donc ça passe par, qui tu recrutes, qui tu refuses aussi. Ça définit, autant ta culture, Oui. que qui tu recrutes et hem et qui sont tes associés? Est-ce qu'ils sont heureux? Qui sont tes employés? Est-ce qu'ils sont heureux? Est-ce qu'ils surperforment? Comment ils agissent quand toi tu as le dos tourné? C'est quoi les réflexes internes? Comment ils parlent de l'entreprise, en externe, en soirée? Tous ces sujets-là et je pense que passer ce sujet de product market fit, OK, on peut parler de, entreprise de produits qui scale, qui a un SaaS, qui a une marketplace, ce que tu veux. La fin de la journée, c'est que derrière, c'est des humains. Les clients sont des humains, les équipes qui bâtissent les produits sont des humains et que si ta culture d'entreprise est incroyable, tu vas pouvoir affronter n'importe quelle crise, Covid, crack financier, sans problème. Justement, j'allais te poser la question, j'allais te parler des crises. J'ai lu un truc ce matin, un document d'Ecosia, Mmh mh. 40 pages, un truc un peu relou d'ailleurs à lire, mais passionnant, qui explique en fait que la fête, elle est potentiellement, elle est pas finie, mais elle vient du coup, on a perdu un peu d'ambiance dans cette grande fête qui est, le business en ligne de manière générale, la consommation,
les liquidités au niveau des startups, etc. Toi, comment tu ressens le marché? Alors même si vous poussez des projets en bootstrap, voilà, vous allez lever une fois que vous avez votre product market fit, etc. Quelle est ton opinion, sans que ce soit forcément une vérité absolue, ton opinion sur le marché, comment tu le vois? Est-ce que tu vois que ça se durcit ou non? Ou c'est pas du tout le cas autour de toi? Ouais. Si tu veux bien en parler, moi ça me gêne pas d'en parler et je prendrais ma perte, je passerais pour un bouffon si dans 12 mois le marché n'a pas craqué, mais je l'accepte. Je préfère être un peu trop paranoïaque, je pense que c'est ce qui te sauve en entrepreneuriat et je préfère plan for the worst, enfin tu vois, Mmh. planifier Imaginez le pour pire. le pire. C'est marrant parce qu'il y a du coup 7 jours exactement, ouais, 7 jours, Y Combinator, donc, qui est l'accélérateur de startups mondialement connu derrière Airbnb, Twitter, Dropbox, qui a donc envoyé ce mail à ses entrepreneurs en disant partez du principe que ça va être très, 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 très dur de relever des fonds pendant 12 mois. Tous ceux qui ont levé sur les 2 dernières années ont levé à des valorisations qui sont déconnantes et donc ça va être super dur de relever leur prochain tour. Globalement, resserrez les rangs et vous allez devoir être autofinancé sur l'avenir. Moi, 15 jours avant, j'avais envoyé à peu près la même. Il y avait déjà des signaux sur Twitter. Je pense que Y Combinator savent qu'ils sont regardés par le monde entier et qu'à partir du moment où ils envoyaient ce mail, ça allait affoler les marchés parce qu'ils sont regardés et que ce soit les cryptos ou les startups, c'est deux actifs hyper risqués, mais qui sont les premiers touchés quand il y a une crise, en fait. Donc, Y Combinator ont réfléchi à 2 fois avant d'envoyer ce mail. Moi, j'ai envoyé à tous nos entrepreneurs avec qui on cofonde des boîtes à The Secret Company un WhatsApp à peu près similaire 15 jours avant en disant mettez-vous dans des dispositions mentales où il va peut-être falloir repartir de zéro, il va peut-être falloir virer une partie de votre team. Les clients vont être super durs à aller chercher. Donc là, si vous pouvez prendre de l'argent maintenant, allez le chercher avec les dents. Et s'il y a de l'argent autour de vous, prenez-le. En gros, c'était Mmh. mon message. Et commencez à vous mettre dans les dispositions mentales que ça va être très dur. Je pense que c'est réel. Et tu vois, les gros fonds américains, Sequoia, Andreessen Horowitz, ont derrière la sortie des slides et des dossiers de 50 pages qui te détaillent pourquoi ça va être compliqué. Ce qui est sûr, c'est qu'il fallait qu'il y ait un backlash du Covid. L'économie était sous perfusion. Ça faisait pas mal de temps. En plus de ça, tu as un problème d'inflation. Mmh. De l'autre côté, tu as la guerre Russie-Ukraine qui n'a pas aidé parce qu'en fait, là, ça touche des sujets qui sont du quotidien, qui sont les énergies et les matières premières. Mmh. L'Ukraine, c'est quand même, on appelle ça le grenier de l'Europe. Ouais, c'est. Moi, pour être franc avec toi, ça fait 12 mois que je dis à mes associés que le backlash du Covid, là, je pensais qu'on allait se le prendre, tu vois, en septembre, octobre de l'année dernière, juste après l'été. Ouais, ouais. On l'a pas vu, il n'y a pas eu d'effet. Je pense que tu vois, les PGE n'étaient pas remboursés, l'économie était encore sous perfusion et que là, on commence à le ressentir. Moi, ce que je vois autour de moi, c'est que personne n'en parle en public et tout le monde est en poker face. Mais il y a énormément d'entreprises qui sont au bord de la faillite et personne n'en parle en public. Mais quand tu fais boire un petit coup de rosé à quelqu'un, et alors que tu pensais qu'il avait une entreprise solide, tu lui dis c'est comment en ce moment? Et là, il te dit c'est très très chaud. C'est très très chaud et je commence à regarder pour la liquidation, etc. Donc, moi, quand je vois ça, je pense pas que ce soit que mon petit milieu parce que je veux autant voir des marques de bijoux que des startups, que des muses, que, tu vois, que des agences. J'essaye de diversifier. De l'autre côté, tu as la guerre en Ukraine, Russie qui est réelle et qui s'embourbe. De l'autre côté, tu as l'inflation. Et enfin, tu as les cryptos et les startups qui n'arrivent plus à trouver du financement. Donc, ce que je vois aussi, c'est que du côté des banques, tu prends des banques comme BNP, Société Générale, toutes en ce moment, je ne peux pas dire comment j'ai l'info, mais sont en train de préparer un crack financier pour novembre. Là, on est en 2022, ouais. En novembre 2022. Elles préparent un crack financier pour novembre 2022. D'autres disent que ça va arriver pendant l'été. Moi, je pense que ça va arriver. Ouais. Et je pense que de la même façon que pour le Covid, tu sais, en janvier, quand tout le monde disait ça arrive en Europe, et tu avais deux teams. Tu avais ceux qui disaient mais non, ça n'arrivera jamais en Europe, et au pire, ça ne va rien faire. Donc, tu as ceux qui étaient dans le déni, qui est agréable. Et tu as ceux qui ont direct dit j'y crois, je planifie pour le pire. Et ces gens-là ont gagné 30 jours d'avance sur tout le monde, ce qui a fait que ça a souvent sauvé leur boîte ou leur a permis de rebondir et directement de se mettre en remote, même en télétravail, Ouais, bien sûr. avant que tout le monde ait le réflexe. Et ça, c'est le genre de réflexe qui sauve. Donc, moi, à titre perso, et j'ai dit ça à tous nos entrepreneurs, plan for the worst. Et dès maintenant, préparez-vous à la bataille.
Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à un manager d'une boîte tech ou voilà, du monde du digital du moins? Comment tu manages ton équipe? Parce que l'équipe, elle fait confiance à son leader. Si le leader il est inquiet, toute l'équipe peut être inquiète. Comment tu vois le truc? Est-ce qu'il faut être carte sur table? Est-ce que justement il faut avoir le poker face? Alors j'imagine que c'est chacun voit le truc comme il veut, mais toi, si tu devais me conseiller, par exemple, tu dirais quoi? Je pense il faut être hyper franc avec ses équipes, mais qu'il faut pas être inquiet. Bien sûr que ça va les inquiéter, ce genre de nouvelles, mais en fait, que ce soit dans les dîners, dans les soirées, ils, ils vont à un moment avoir le signal que ça chauffe. Mmh. Si toi, déjà, tu les as prévenus avant tout le monde, ils vont se dire, OK, tu as quand même mon leader de notre projet euh, qui a un coup d'avance, déjà, c'est important, c'est un signal important, mais derrière, leur dire, être franc sur ce qui peut arriver, que c'est pas sûr que ça Mmh. arrive, mais qu'il y a Ouais. beaucoup de signaux que ça arrive, beaucoup de signaux que ça arrive, et les prévenir de. Moi, je pense que la transparence, ça paye. Et il faut être transparent. Il faut leur expliquer. Maintenant, c'est sûr qu'ils vont être un peu inquiets. C'est sûr Mmh. qu'ils vont être un peu inquiets. Non, mais de toute façon, Mais il y a rien de pire pour qu'on appelle ça? Pour le excuse-moi, la confiance, pardon. Il y a rien de pire pour la confiance que si on a l'impression de se faire surprendre. Donc en effet, si on commence à l'anticiper, vaut mieux lancer un signal qui peut-être ne se réalisera pas que ne faire comme si tout allait bien et ensuite avoir de mauvaises surprises. Ça, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. Comment, par rapport à cette période-là, et même de manière générale, comment toi tu vas sélectionner les niches dans lesquelles tu as envie de travailler, les business dans lesquels tu as envie soit d'investir, soit de co-créer, soit de. j'ai aucune idée de ce qui va se passer, donc je naviguerai à vue. Mm. Ce qui est sûr, c'est que moi, là, en ce moment, je suis en train de me préparer comme pour le Covid. C'est-à-dire, euh, je commence à couper tous les coûts inutiles. Mhm. Plus que ça, en plus, je me dis, si ça arrive, quels sont 30% des coûts supplémentaires que je cut en premier. Donc, tu vois, je priorise. Je me dis, qu'est-ce qui a un coût de survie, de vie et de kiff? Qu'est-ce qui, dans ma boîte, c'est survie, vie, kiff, en gros. Le kiff, ça saute direct. La vie, ça se challenge, on en discute. La survie, mon projet ne tourne Ouais. pas sans ça. Mhm. Donc, je priorise, je fais mes plans. Maintenant, sur tout le reste, euh, quelles seront les opportunités de marché qu'on va essayer de saisir, etc. On va naviguer à vue, on ne sait pas ce qui va se passer. Mhm. C'est très clair et merci de. Parce qu'en fait, c'est vrai, tu as raison. On se met en risque quand on fait de mauvaises prédictions ou même quand on fait des prédictions de base. Donc, c'est cool d'avoir joué le jeu. Je te pose la question de toute transparence parce que c'est mon sujet du moment aussi. J'ai un petit peu la même intuition que toi. Euh, si on revient sur toi personnellement, euh, aujourd'hui à 27 ans, c'est c'est quoi ton pourquoi? Pourquoi tu fais ça? C'est quoi la motivation? Pourquoi tu continues à lancer des boîtes? Pourquoi tu fais tout ça? Qu'est-ce qui te plaît le plus là-dedans? Euh, Qu'est-ce qui me plaît le plus? C'est marrant parce que je crois que jamais personne ne m'a posé la question de pourquoi ça s'appelait The Secret Company, alors que de toute évidence, c'est un secret. Personne ne m'a jamais posé la question, en vrai. En tout cas, pas dans un podcast ou dans un média. Euh, Il y a plusieurs choses. D'abord, j'ai identifié que j'étais des focus, que moi, ce qui me passionne, c'est les 12 premiers mois d'une boîte. Après, ça me fait chier. Donc, j'ai essayé de me créer un environnement et une vie où je ne fais que ça, des 12 premiers mois de boîte. Et j'essaie de le faire à chaque fois de mieux en mieux. En plus, c'est un luxe énorme. On rencontre des gens, on se dit, ah, cette personne, ça peut être le CEO de cette idée sur laquelle on est en train de bosser. C'est un luxe incroyable. Tous les 18 mois, tu travailles avec, on va dire, parce que souvent les équipes après deviennent 2, 3 cofondateurs, tu vois, en plus de Secret Company. Donc tu travailles tous les 18 mois avec 10 nouvelles personnes qui sont surprenantes, qui sont souvent brillantes, qui se surpassent. Donc ça, c'est pas, moi, je le fais pour l'aventure, les gens. Et je le fais aussi parce que The Secret Company, je l'ai construit en ramenant petit à petit tous mes copains dans l'aventure, que ce soit en cofondateur ou en employé. Euh, pour être franc avec toi, j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup d'entrepreneurs, enfin beaucoup, ouais,
5-6, parce qu'il n'y a pas beaucoup non plus de beaucoup de succès en startup. Mais j'ai rencontré beaucoup d'entrepreneurs qui avaient revendu leur startup ou qui étaient entrés en bourse. Et il n'y en a qu'un seul que j'ai trouvé heureux. C'est celui qui n'avait pas changé son style de vie. Il avait toujours le même scooter cassé, Mmh. etc. Tous les autres m'ont fait différents constats de pourquoi l'argent ne rend pas heureux, etc. Mais il y a eu un dénominateur commun que j'ai trouvé chez ces 6-là, qui était le problème de devenir riche, c'est de devenir riche seul. Parce qu'en fait, ça te déconnecte de tes amitiés, parce qu'en fait, les gens te disent, bah non, nous, cette année, on n'a que les moyens d'aller à Biarritz, alors que toi, tu veux louer un yacht, et tu vois, et ça commence à t'énerver que les gens n'aient pas ton rythme, en fait, et ne puissent Mmh. pas te suivre. Et donc, moi, je me suis dit, je vais monter une boîte où je vais faire petit à petit essayer de faire monter tous mes copains dans le bateau. Et le but, c'est que si on a d'incentiver tout le monde assez bien pour que si il y en a un qui devienne riche, tout le monde devienne riche et on devienne riche ensemble, ce qui sera beaucoup plus fun. Ça, je pense que c'est un des vrais secrets de The Secret Company. Parce qu'en fait, c'est The Secret, compagnie. Donc, le secret, la compagnie, les gens, l'équipe. Ça, tu vois, c'est la question que personne ne m'a posée. Donc, Mais j'attendais de savoir si tu m'autorisais à te la poser, mais tu as spoilé, donc écoute. Non, Non, mais bien c'est sûr. top. On a une exclue alors, c'est top. On a une exclue. Non, et après, le vrai sujet s'appelle aussi The Secret Company parce qu'il y a un truc très bisounours dont je suis convaincu, c'est que tout le monde a un super pouvoir secret. Les dropshippers appellent ça, les gens à Dubaï appellent ça la zone de génie. C'est qu'en Mmh. fait, il faut te trouver ta zone de génie, l'exploiter et après créer plein d'entreprises autour de cette zone de génie. Moi, j'appelle ça le super pouvoir secret parce qu'un secret, c'est quelque chose que tu peux dire à tout le monde, mais que seule une infime partie des gens va comprendre intimement qu'est-ce qui est caché derrière ce que tu leur dis. Et moi, c'est le travail que j'aime faire avec les potentiels entrepreneurs que je rencontre, c'est d'arriver à les interviewer pour analyser leur vie, c'est quoi les accès marchés qu'ils ont, c'est quoi leur histoire, c'est quoi leurs compétences, c'est quoi aussi leurs défauts, dont je te parlais tout à l'heure, qui peuvent être un super levier en réalité de succès, et de les analyser, de les scanner, de les interviewer et d'arriver à trouver quel est leur projet de vie. Et donc, Mmh. trouver leur super pouvoir secret, ça peut être un excellent orateur, quelqu'un qui a bossé dans l'industrie pharmaceutique pendant des années et qui la connaît sur le bout des doigts intimement, et trouver ce super pouvoir secret et derrière cofonder une entreprise avec lui. Ça, c'est probablement le jeu qui m'amuse le plus au monde. Et parce qu'en fait, plus que moi intellectuellement faire fonctionner mon cerveau, Mmh. je me rends compte à quel point, là, depuis 2 ans et demi que je fais ça, c'est pas énorme, mais dans The Secret Company, j'ai réussi à le faire 4, 5, 6 fois. Et donc, tu vois, j'ai littéralement le sentiment d'avoir changé 4, 5, 6 vies de gens qui ne se trouvaient pas, qui ne savaient pas où aller et qui là disent putain, mais ma vie, elle est trop belle et j'ai trouvé ma mission de vie. Et après, je le fais bénévolement derrière des centaines, enfin, je l'ai fait depuis 2 ans, des centaines de fois avec des copains, des gens que je rencontre, parce que ça m'amuse en fait. Mmh. J'aimerais revenir sur la fameuse zone de génie et j'aimerais du coup lier ça à cette histoire de focus dont on parlait tout à l'heure. Pour moi, le focus, je l'avais compris toute ma vie comme faut être focus sur sa boîte, une seule offre, un seul avatar client. Mhm. Et donc du coup, j'étais hyper malheureux en mode mais si c'est que ça la vérité, la seule raison du succès, en gros, j'aurais jamais de succès. Ce qui était faux puisque ça marchait déjà. Mais bon, comme quoi. Et en fait, je pense justement que le focus, il n'est pas sur le quoi, mais il est sur la zone de génie. Si nous, par exemple, on est nos profils, les slashers, à un moment, il y a eu la mode aussi des slashers, c'est c'est peut-être sur la modélisation et sur l'analyse qu'on est bon. Et donc, en fait, on peut modéliser qu'une fois quelque chose, parce que après on remodélise des trucs en dessous, des trucs dedans, c'est un ensemble, c'est les poupées russes, mais on modélise qu'une fois. Et si on est bon là-dessus, on a tout intérêt à justement slasher, à switcher de projet le plus souvent possible, parce que du coup, on va appliquer notre zone de génie la plus souvent possible. Ouais. Mais ce concept de zone de génie, je l'aime beaucoup. C'est vrai que c'est un peu cucul à praline comme terme, mais je trouve que c'est parlant en tout cas. Dans tout ça, tes plus gros apprentissages sur toi-même, ça a été quoi? Est-ce qu'il y a eu, t'as eu, je sais pas, est-ce que tu as découvert quelque chose que tu n'imaginais pas sur toi-même, ta façon de collaborer peut-être? J'ai découvert que probablement la seule chose à laquelle j'ai été bon, c'était d'aider les gens à articuler leur destin pour trouver leur projet de vie. Ça, pour le coup, avant, soit je n'avais pas conscience, soit j'avais pas assez exercé.
J'ai compris que c'est probablement ma zone de génie à moi, tu vois, et que c'est pour ça que je suis pas mauvais à The Secret Company, et que je vais faire The Secret Company longtemps. Ça, je pense l'avoir découvert, ouais, que ça a été un sujet qui me passionnait et c'était mon super pouvoir secret à moi, tu vois. Et je sais Hmm. pas trop l'expliquer d'ailleurs. Je sais pas trop comment je fais en réalité. Je saurais pas transmettre ce savoir à quelqu'un, tu vois. C'est ce que Naval Hmm. appelle, tu sais, le specific knowledge. C'est un assemblage de toutes tes expériences de vie et qui après te donne une compétence qui est non automatisable, Hmm. non copiable, etc. Donc ça, ouais, ça je l'ai appris. Avant, j'étais plutôt un solopreneur, tu vois, à faire mes trucs tout seul, mes muses et tout. Maintenant, c'est impossible que je refasse des trucs solo. J'ai découvert que entreprendre à plusieurs, alors c'est plus dur et il faut faire des concessions, c'est comme un couple, mais c'est tellement plus drôle. Hmm. Donc, je me suis découvert, tu vois, cofondateur heureux. Là où avant, je pensais que j'étais un solopreneur qui avait toujours raison et qui pouvait entreprendre que seul, tu vois. Donc ça m'a mis une petite baffe et c'est une bonne baffe, je pense. Ouais, je pense que c'est les 2 gros apprentissages que j'ai faits ces dernières Hmm. années. Hyper intéressant. Et si tu n'avais pas fait The Secret Company, tu aurais pu faire quoi? Bonne question. J'aurais ouais, moi j'aurais j'hésitais, ouais, ma mère, tu vois, ma mère est institutrice. J'aime bien enseigner et j'aime bien orienter. Donc tu vois, j'aurais fait, professeur ou, conseiller d'orientation, mais j'aurais essayé de le tourner un peu de nouvelle génération et pas les conseillers d'orientation comme on l'entend, tu vois? Peut-être un C'est peu ça, plus parce que j'ai empathique. jamais entendu personne dire qu'il voulait être conseiller d'orientation vu ce qu'on a sur le marché. Et donc, du coup, ouais, Et justement, une moi, version c'est optimale de conseiller d'orientation. un sujet que je digue en ce moment. Je pense que tu as moyen de faire une boîte dans l'orientation des jeunes qui soit mais 100 fois meilleure que ce qui se fait actuellement. Parce que c'est tellement mauvais ce qui se fait actuellement. Tu vois, c'est l'État qui s'en occupe, qui comprend rien à rien sur ce sujet-là. Je pense qu'une boîte du privé peut réinventer ce sujet de l'orientation des humains, pour parler un peu Ouais. bizarrement. Et c'est un sujet qui me passionne et que j'y tarde depuis longtemps. Mais je sais, faut trouver la bonne personne, faut trouver le bon angle, le bon moment. Justement, ce que j'allais te demander, je voulais savoir ton process. Là, tu as trouvé quelque chose qui a du sens pour toi, sur lequel il peut y avoir de l'impact. C'est quoi la suite? Tu trouves un cofondateur? Quel est le, Je mets comment l'idée vous organisez? ouais, je vais commencer à essayer de soit rédiger une thèse de ce que j'ai en tête, de quel est le problème du marché et quelle est ma solution et pourquoi c'est une bonne solution. C'est un peu en 3 points. Je vais la mettre au coffre. Je vais essayer de revenir dessus un mois plus tard. Si je suis toujours aligné avec ce que j'ai écrit, c'est que j'estime que c'est pas une lubie que j'ai eue Mmh. le soir en me couchant et qu'en fait, ce que j'ai écrit est peut-être pas idiot et qu'il faut peut-être creuser encore plus. Ou alors, je vais essayer directement de designer en pur copywriting, un Google Doc, hein, une page de vente sur l'idée de projet que j'ai en tête, parce qu'il faut quand même arriver à la vendre. Et je la mets au coffre. Et soit j'ai du temps libre et je me dis, OK, processus actif, qui pourrait être un bon CEO pour cette boîte-là? Et soit je réfléchis à mon réseau, je passe une annonce sur LinkedIn, je vais essayer de démarcher du monde. Ou soit je le fais c'est plutôt en processus passif, on a des idées au coffre et je reste alerte. Je rencontre des gens, je Mmh. prends des calls inopinés, tu me contactes sur LinkedIn, je te dis OK, je te réponds et je te dis OK, let's go. Tu as une bonne énergie, le message est sympa, tu m'as pas envoyé un pavé trop long, trop chiant. Ouais. Mmh. Discutons et peut-être que tu vas correspondre à une idée qu'on a au coffre. Mmh. Et sur les idées, avec tes associés, vous avez un conseil des sages ou pas trop? C'est chacun peut amener des idées, vous êtes organisés comment entre vous? Ça, tu vois, on a que 2 ans et demi, ça, on litère encore. On a fait conseil des sages, mais notamment les idées de start-up sont tellement contre-intuitives et ridicules au démarrage. Tu vois, tu prends Airbnb, c'est, Oui. Mmh. évidemment que Airbnb, le mec avait probablement en tête que s'il arrivait à faire une marketplace où tu loues des matelas gonflables chez les particuliers, la suite logique, c'était louer la maison des particuliers et maintenant Airbnb construit des hôtels. Les gens ne le savent pas, mais Airbnb fait ça. Et probablement que, tu vois, le CEO avait vu la courbe possible d'évolution. Mmh. Mais il savait que ça se démarrait par un truc niché, hyper bizarre, que personne ne comprenait. Et beaucoup de gens ont dû le décourager et dire, «Ah, frère, Mmh. ta Ouais, marketplace pour chiens ou ton, tu vois, c'est, je vois tout c'est, à fait. on a dû lui dire 100 fois que c'était une idée à la con et qu'il n'y avait pas de marché. Et même les plus grands groupes d'hôtellerie ont dû le voir comme ça et ont dû dire non, mais on ne s'occupe pas de ça. On a des choses sérieuses à faire. Donc, les idées de start-up sont très souvent contre-intuitives, bizarres au démarrage
et très souvent des erreurs de laboratoire. Donc en fait, on a plus des spécialités par partner dans The Secret Company. Tu vois, moi, je suis plus effectivement logiciel SaaS et marketplace. Et pas mal consumer aussi, app consumer, etc. J'aime bien les sujets, en fait, les sujets humains et de Mm. psychologie. Julien est très, très, très Web3 et decentralized finance décentralisée. Adam va plus être sur des sujets SEO, Robin sur des sujets de sales et de management, Panam sur des sujets d'automatisation, no code, etc. Donc, tu vois, on a chacun nos spécialités et j'ai pas encore tranché ce truc-là. Le conseil des sages, je suis pas sûr que ce soit une bonne chose. Tu vois, si les consultants arrivaient à créer des startups, ça se saurait. Une Mm. startup, ça se crée ni dans des slides, ni dans des réunions. Je pense que Steve Jobs avait raison et que c'est des lubies un peu de gourou, qu'il faut défendre son idée. Et moi, ça m'est arrivé dans des compagnies de pitcher une idée aux partners, de leur dire ça m'excite trop, et de voir à quel point ils ne comprenaient pas l'opportunité que moi, je voyais dans cette idée-là. Mm. Tu vois. Et donc, je pense qu'en fait, c'est malheureusement un travail solitaire. Ok, très clair. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? C'est quoi la suite là sur les prochaines étapes, les prochains challenges sur la boîte? Là, on est en train de faire notre plus belle année ever avec The Secret Company. On est super heureux. Pour le coup, tu vois, on a commencé à bien sortir de terre une entreprise qui s'appelle Freeland, qui moi me passionne, qui crée des écoles en ligne avec comme prof des content creators, des influenceurs stars. Ça a été un long débat en interne, mais là, ça décolle en chiffres. Mais ça a été long à faire comprendre à toute l'équipe que ça pouvait être le futur de l'éducation. Et que surtout, c'était une boîte incroyable, même en termes d'unité économique, que c'était un bon business, en fait, et que ça pouvait se faire à l'international. Moi, je lâcherai pas à Freeland. Tu vois, genre, j'ai trop envie ma mère est institutrice, donc tu vois, ce sujet de Mm. l'éducation, il me tient particulièrement à cœur. Encore plus avec cette tendance de creators, etc., qui fait que c'est dans l'air du temps. On a aussi Mobula, qui est c'est comme CoinMarketCap, mais Mhm. décentralisé. Donc, c'est un data Ok. aggregator pour prendre des meilleures décisions d'investissement crypto token. Mais là, pour le coup, vraiment décentralisé parce que la plateforme est possédée par sa communauté via une DAO, une Ouais, entreprise une DAO. décentralisée. Ok, très bien. Et là, ouais, le produit commence à avoir une belle tête, le CEO est incroyable, l'équipe commence à ressembler à quelque chose, il commence à avoir une petite traction en termes d'usage. Donc, franchement, on peut nous souhaiter de confirmer l'essai et que ces deux Mm. projets explosent comme ils mériteraient d'exploser. Voilà. Et après, si on y arrive ça, dans, je sais pas, 6, peut-être 12 mois, parce qu'on ne se fixe pas de deadline, dans 6-12 mois, on se dira, OK, on se remet autour de la table, on met jetons dans la machine et on repart pour 18 mois. Mm. Est-ce que The Secret Company, ça peut devenir, donc aujourd'hui c'est un startup studio, est-ce que ça peut devenir un fonds de VC à terme, quand vous aurez peut-être plus envie de lancer des projets, mais peut-être plus les soutenir financièrement? C'est dans les plans ou c'est pas du tout l'idée? On réfléchit à pas mal de choses. Plus que nous, tu vois, une équipe qui met les mains dans le cambouis et qui t'aide à trouver ton product market fit, parce que c'est ça notre proposition de valeur concrètement, qui t'aide à trouver ton idée, ton product market fit, on t'aide à faire ton branding. Mais le fond du sujet, c'est est-ce qu'on arrive en 18 mois à t'aider à trouver ton product market fit? Mm. On essaye de créer en interne beaucoup de pôles ou de filiales qui nous créent du leverage. Donc, par exemple, tu vois, on a une agence de Google SEO parce que nos startups ont des besoins Google SEO et on leur offre gratuitement ces services. On est une agence d'automatisation de la prospection sur les réseaux sociaux. Donc, c'est des robots qui vont faire de Mm. prospecter sur LinkedIn, Instagram, qu'on offre gratuitement à nos entrepreneurs avec qui on cofonde des boîtes. Et là, moi, je suis en train de regarder, j'aimerais bien les aider sur tous les sujets de recrutement. Donc, on est en train de regarder pourquoi pas créer une entreprise de chasseurs de tête ou je ne sais pas si ça Mm. aura cette forme, mais en tout cas, une entreprise comme ça. Et pourquoi pas un fonds d'investissement adossé à The Secret Company qui puisse aider nos entrepreneurs quand on souhaite lever à automatiquement, un peu un automatic fund, tu vois, Mm. automatiquement investir dans les startups de The Secret Company. C'est un truc qu'on est en train de défricher. Ouais. Bon, top. Maxime, merci beaucoup pour ton temps. Je sais que t'es pressé parce que tu pars à Londres. J'ai l'impression que tous les mecs qui bossent dans les startups, ils partent à Londres. À chaque fois que je leur parle, ils partent à Londres. C'est quoi ce délire? Il y a quoi à Londres? À Londres, c'est génial. Mais alors, moi, pour être franc avec toi, je vais rejoindre mon meilleur ami. On va samedi, c'est la Coupe du Monde de rugby à 7. Donc, on va boire des bières, tout simplement. Trop bien. Ça, c'est génial. Ça, c'est une très bonne raison. Donc, je ne vais surtout pas te mettre en retard. Merci beaucoup. C'était un plaisir. C'est Gérald.
Cet épisode, je sais qu'il va être apprécié. Il était attendu. Startup Studio, moi, ça me passionne. Les muses, je fais qu'en parler. Donc, je suis persuadé que ça va bien fitter. Où est-ce qu'on Plaisir. peut suivre ton travail? Quel lien je peux mettre en dessous de la description de cet épisode? Je suis pas très actif dans mes mails, donc je vous donne pas mon mail. Mais Maxime Blondel sur LinkedIn, je réponds à tout le monde, même si ça prend un peu de temps. Blondie avec un y.insta sur Instagram. Pareil, je suis beaucoup sur Insta. Et suivez-moi ici et le reste suivra, vous verrez mes autres réseaux, machin. Je t'enverrai les 2 liens. Super. Merci beaucoup. Fais un bon voyage, bonne Merci, bière Gérald. et Merci, à la c'est cool. prochaine. À la Ciao, ciao. prochaine, salut.